Alors aujourd'hui, on va parler des GAFAM et des autres boîtes. Alors on le sait, les GAFAM, elles font partie des boîtes les plus connues parce qu'elles sont dans le top des cours boursiers. On est d'ailleurs récemment passé au 7 magnifique, tout simplement parce que ce sont des boîtes qui sont en croissance, profitables, prédictibles et avec un avantage concurrentiel certain et surtout de la performance boursière. On le voit d'ailleurs quand on compare juste un indice avec les GAFAM contre le S&P 500, il n'y a pas photo, on a de la surperformance et pas des moindres. Tout ça, c'est dû au fait que ce sont des sociétés qui génèrent beaucoup d'argent, même si elles sont déjà énormissimes et qu'elles ont déjà réussi à asseoir leur marque, tout simplement parce qu'elles ont un avantage concurrentiel certain. Et malgré ces tailles-là, on va le voir tout de suite, ce sont des sociétés qui arrivent à générer d'énormes revenus et à continuer à être en croissance malgré les empires qu'elles ont déjà. Ce sont donc des sociétés qui sont connues et encore en forte croissance et avec déjà un empire énormissime, ce qui fait que ça les rend relativement robustes. Mais le souci, c'est que tout le monde les connaît. Alors, d'un point de vue client, c'est une force, mais d'un point de vue investisseur, pas forcément, ça dépend. Si on veut des analyses dessus, des avis, des recommandations, alors oui, c'est une force, parce qu'il y a des milliers d'estimations, des milliers d'études dessus, et donc vous pouvez vous faire un avis relativement facilement et rapidement, et relativement fiable, tout simplement parce que vous pouvez consulter plusieurs études d'un coup, et comme tout le monde scrute, tout le monde regarde aussi les analyses des autres. S'il y en a un qui a le moindre loupé, qui a oublié de comptabiliser quelque chose, il corrigera et ce sera relativement proche de la valeur intrinsèque. Ça vous évite de décortiquer chaque ligne du bilan comptable de ces empires et donc vous pouvez accéder facilement et rapidement à une valorisation que le marché estime juste. Mais l'inconvénient, c'est justement que tout le monde est dessus et scrute tous les jours. Donc, une anomalie de marché est très peu probable, car le moindre frétillement à la baisse ou à la hausse, si c'est à la baisse, sera racheté immédiatement, tout simplement parce que le marché estime que ça ne reflète pas la valeur intrinsèque de la société. Et vous me voyez sûrement arriver, c'est justement le gros avantage des sociétés méconnues. Alors quand je dis méconnues, c'est pas qu'elles sont méconnues, parce que tout est public en bourse, c'est obligatoire, mais ce sont des sociétés que les gens ne regardent pas. Alors, ou parce qu'elles sont trop petites en termes de capitalisation, ou tout simplement parce que la marque ne dit rien. Par exemple, si c'est une société qui fait dans le B2B, dans un secteur de niche, forcément, le grand public n'a pas eu connaissance de cette marque, de ce business. Ou encore parce que c'était des sociétés qui perdaient de l'argent et qui, dans les mémoires, sont restées des puits sans fond. On peut notamment penser à Kodak. Kodak qui a connu des déboires parce qu'ils ont loupé le virage de la photo numérique. Et donc forcément, aujourd'hui, c'est un cas d'école. Tout le monde sait que Kodak est une société qui a loupé et qui perd donc de l'argent. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne la regarde, même si, comme ça reste un grand nom, il y a quand même quelques analyses dessus. Mais imaginez avec une société qui serait beaucoup moins connue que Kodak à l'époque. Aujourd'hui, une fois qu'on tombe dans les méandres, il y a beaucoup moins de gens qui regardent et il y a peut-être un analyste ou deux qui s'intéressent à la valeur et c'est tout. Et c'est justement ce genre de dossier qui peut avoir des décorrélations énormes entre la valeur de la société et le prix qu'elle vaut en bourse. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'en bourse, il y a deux choses. Il y a une partie qui prend en compte la valeur de la société, alors ça prend en compte les bénéfices futurs, les capitaux propres, etc. Et une autre partie d'une valorisation qui est uniquement basée sur la psychologie. Et cette psychologie peut être grandement impactée, que ce soit positif parce que vous pensez que la société va doubler ses bénéfices tous les ans, parce que c'est la mode, parce que ça y est, c'est la nouvelle tendance, c'est un effet psychologique, puisque les bénéfices ne sont pas encore créés, ou d'un mauvais côté, si on pense par exemple que la mort d'un PDG peut complètement affecter le business de l'entreprise, ou si elle n'est pas regardée mais connue, et donc vous n'êtes absolument pas au courant que cette société-là est complètement sous-évaluée, tout simplement parce que les investisseurs ont vendu et sont partis sur d'autres dossiers, mais que personne n'a racheté derrière, et donc le prix continue de descendre et d'être sous-évalué. On rajoute à ça les effets de mode, les effets de masse qui fait qu'une société méconnue pourra avoir un PER de 10 ou de 15, qui est extrêmement bien géré et qui va avoir d'énormes contrats et de gros bénéfices à l'avenir. Et tout le monde partirait quand même sur, par exemple, Nvidia, parce que même s'il y a un PER faramineux, c'est l'avenir, c'est la mode, tout le monde le dit, et si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc sur ces sociétés que personne ne regarde, il n'y a pas ou peu d'analyse et donc pas ou peu de valorisation.
Il y a donc des trous dans la raquette et il peut y avoir de temps en temps des opportunités. En plus de ça, quand les sociétés sont méconnues, bien souvent, elles sont relativement illiquides, ce qui veut dire qu'il y a très peu d'échanges par jour, et ce qui fait que le moindre investisseur qui achète ou vend avec un gros billet peut faire complètement décaler le cours et créer une anomalie, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Comme sur les GAFAM, vous avez des millions d'échanges par jour, même si vous mettez 100 000 euros à la vente, c'est immédiatement 100 000 euros qui sont absorbés avec des millions d'acheteurs en face. Mais sur un titre qui a 3 échanges par jour, si vous mettez 20 ou 30 000 euros à l'achat, soit 3 à 5 fois moins, eh bien, vous pouvez quand même faire décaler le cours rapidement et donc créer une anomalie. Alors c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller maintenant sur ces valeurs-là qui sont méconnues? Est-ce qu'il faut rester sur les GAFAM parce que tu as dit que c'était relativement fiable dans le temps? Ni l'un ni l'autre. Ce que je vais vous dire, moi, c'est ce que j'applique, c'est ce que je fais. Mais encore une fois, il n'y a pas de formule magique et ce n'est absolument pas un conseil de stratégie que vous devez avoir. Car il faut bien comprendre que ce n'est pas mieux ou moins bien. Cette stratégie-là n'est pas meilleure ou moins bien. C'est juste que c'est adapté à des profils différents et à des périodes différentes. Si vous êtes sur un profil qui cherche à protéger son patrimoine, évidemment, vous pouvez vous orienter vers des GAFAM tout simplement parce que vous cherchez la sérénité, vous cherchez la croissance paisible, vous cherchez des dossiers que tout le monde a regardés et s'il y avait eu un problème, des gens l'auraient déjà vu, parce que vous ne cherchez pas une surperformance phénoménale, vous cherchez la relative certitude, même si évidemment en bourse on ne peut jamais être sûr, mais si vous cherchez à conserver votre capital, évidemment, les dossiers les plus étudiés, les plus scrutés, les plus liquides vous apportent une sérénité supplémentaire. Ou si par exemple vous avez un énorme patrimoine, si vous voulez placer, je ne sais pas, par exemple 25 millions en bourse, il vaut mieux quand même vous mettre sur des sociétés qui sont relativement sûres, même si encore une fois rien n'est sûr en bourse, mais déjà que quand il va y avoir des frétillements à la hausse ou à la baisse de 3, 4, 5% sur par exemple 25 millions, ça peut faire énormément mal. Alors sur des dossiers méconnus qui pourraient perdre 40% dans la journée, 40% de 25 millions, ça peut faire très peur. Mais si par contre vous aimez les sensations fortes, vous aimez le sport et que vous êtes passionné par la recherche ou que vous voulez surperformer le marché, alors il faudra peut-être chercher des anomalies qui, elles, peuvent vous permettre de générer de gros gains. Et ça n'a rien à voir avec du poker ou avec du loto, c'est quand même continuer à chercher des dossiers de qualité, mais il faudra fournir du travail supplémentaire puisque la valorisation devra être faite par vous, les calculs par vous, et vous n'aurez pas d'éléments comparatifs puisque, comme on l'a dit, il y aura très peu d'analystes en face. Mais si jamais vous avez raison et qu'il se trouve que la valeur, l'action en bourse est complètement décotée par rapport à la société, alors ça n'en reste pas plus dangereux, c'est juste que le marché peut continuer de dévaloriser cette société même si vous avez raison. Ça ne revient donc pas à être plus dangereux puisque ça revient à acheter par exemple un billet de 100 euros à 80 euros, mais si le marché estime que ça doit continuer de descendre et passer de 80 à 75 et de 75 à 70, eh bien vous subirez quand même des pertes sur votre portefeuille. Chose qui n'arriverait pas sur les GAFAM, en tout cas pas très longtemps. Alors ce que je fais personnellement, moi j'analyse les dossiers des deux camps. Et les GAFAM, sociétés connues, quand je dis GAFAM c'est au sens large, c'est les sociétés très connues, mais aussi les petits dossiers. Alors petits pareil, ça ne veut pas dire que ce sont que des petites capitalisations, mais des dossiers relativement méconnus. Évidemment, il y en a souvent qui sont quand même relativement petits. Comme je cherche à surperformer le marché et que j'adore fouiner, chercher, étudier, calculer, ça ne me dérange pas de passer du temps sur les deux. Je fais donc mes propres valorisations sur tous les dossiers, que ce soit des sociétés connues ou méconnues, et je priorise selon le moment. Je m'explique. Quand on est en période de hausse comme ça, je cherche mes dossiers qui peuvent surperformer le marché, comme l'économie est en expansion, que tout le monde va bien, que tout le monde est profitable. En gros, je cherche les dossiers qui peuvent grandir plus vite que par exemple le S&P ou les GAFAM. Mais quand on arrive à un moment de tension où on ne sait pas ce qui se passe, il y a un énorme crack parce que tout change. Situation géopolitique, pandémie, peu importe, ou qu'on a peur par exemple d'une potentielle récession, resserrement monétaire, etc. Bref, que tout le marché dégueule tout simplement parce que tout le monde vend, tout le monde panique, raison rationnelle ou pas, mais dans tous les cas, tout le monde panique, et bien là, je me rabats sur des sociétés extrêmement connues. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, la valeur intrinsèque ne veut absolument rien dire. Vous avez beau être du Apple, Facebook, Amazon, tout le monde vend et donc il y a des sous-cotes énormes. Et donc dans ces moments-là, on le sait, Google a quand même peu de chances de couler. Ici, c'est la même chose. Quand vous avez le marché qui a peur d'une récession, soyons honnêtes, Google a quand même très peu de chances de déposer le bilan juste là parce qu'on a perdu quelques pourcents. Par exemple, si on se met ici de là à là, le S&P a perdu quand même 24%
en quelques semaines, quelques mois, ce n'est absolument pas dangereux pour Google. C'est donc là que vous avez les meilleures décotes sur des sociétés pourtant connues et regardées, scrutées à la loupe, mais c'est là que vous pouvez faire de magnifiques affaires. Et quand les cours de bourse, les marchés repartent à la hausse, et quand le prix des actions se rapproche de la valeur intrinsèque des sociétés, alors je retourne sur mes autres dossiers où il y a encore peut-être des anomalies énormes. Si on prend l'exemple de Google dont on vient de parler à l'instant. Si on se met là, on se met ici, on va dézoomer et on va se mettre sur les bénéfices. Alors on va enlever les marges, on va enlever le nombre d'actions et on va enlever le revenu. On se retrouve donc, on va zoomer un petit peu, ici, avec une chute entre là et ici qui est quand même relativement énorme. On a eu environ 40%, 40 à 45% de baisse, alors que la société était encore en croissance. Oui, on a eu des revenus un petit peu plus bas cette année-là, mais ça repart de plus belle et on est revenu quasiment au même niveau que l'année d'avant. Donc on pouvait avoir une décote de 40% en estimant que cette valeur-là était quand même la valeur juste. Bien évidemment, on était peut-être un peu surévalué, mais on comprend bien que 40% en quelques semaines, quelques mois, Google n'a pas perdu 40% de sa valeur en quelques mois. Quand on se projette sur les années futures, on va se mettre là, finance. Si on regarde ici en annuel, on voit que même là, quand en 2022, on a eu une légère descente, 4,56, 5,80, 7,50, 8,50, 9,80 et 11,8. La croissance n'est donc pas terminée, on est encore sur une belle vélocité et vous pouviez avoir un rabais d'environ 40%. Je trouve donc que cette stratégie, pour moi, est la meilleure, tout simplement parce que je profite de certains dossiers qui sont dévalorisés, décorrélés pour surperformer le marché, des sociétés que personne ne regarde, mais je n'ai pas l'intention d'attendre 10 ans que le marché estime que cette société effectivement est sous-valorisée. Je veux aussi avoir de la réelle performance, maintenant concrète, et donc je suis prêt à me tourner vers des sociétés connues, mais uniquement quand les gens n'en veulent plus, tout simplement parce que c'est la psychologie qui prend le pas sur les calculs, les valorisations, les études, les analyses, etc., etc. Et pour moi, c'est là que je peux vraiment me concentrer et faire les meilleures performances, c'est en achetant des sociétés connues dont personne ne veut juste pendant quelques jours ou quelques semaines parce qu'ils ont autre chose dans la tête. Pour moi donc, je profite de tout le temps une incohérence, qu'elle soit long terme sur des petites sociétés ou qu'elle soit court terme sur des gros dossiers bien connus mais où tout le monde panique. Je fais donc tout le temps des recherches sur absolument tous les dossiers, qu'ils soient connus ou pas connus, et j'attends tout simplement des périodes propices pour rentrer sur des gros dossiers. Par exemple, en ce moment, je suis en train de regarder Constellation Software, ici, et on voit bien que c'est une société qui gagne de l'argent et relativement sereinement depuis de nombreuses années. C'est une société qui pourtant est quand même relativement chère. Quand on voit ici, là, on va afficher par exemple le PER. On a un PER qui est assez grand, on est à 105. Si on se met sur le price to free cash flow, on arrive à 35. Donc pour moi, 35, comme tout le monde regarde ce marché-là, on aura rarement moins. Par exemple, si on se met ici, on voit que souvent on est à 30 et quelques, on redescend, on est à 30. On a eu en 2020 incroyable un PER, un price to free cash flow de 20, ce qui donc, comme on le disait, une période de panique où on pouvait avoir du Constellation Software pour 20 fois les bénéfices. Et on est immédiatement remonté à des PER plus élevés. De la même manière, avant, on était exactement dans ce genre de configuration, et seulement en 2017, on a eu, et en 2016, on a eu des points avec un PER à 20. Donc, ça ne m'intéresse pas d'acheter à des PER qui sont à 32, 35, 38, mais si par contre, à un moment donné, il y a un crack, une peur, une correction assez grosse, eh bien, je serai le premier à rentrer sur Constellation Software sur la valorisation qui me semble juste. Et une fois que le marché aura repris ses esprits, je retournerai sur mes dossiers qui sont méconnus. Voilà, j'espère que ça vous a un peu fait réfléchir sur ma stratégie, que ça peut vous permettre, vous, d'en élaborer une à partir de ça, un peu plus personnalisée avec votre profil, mais en tout cas que ça vous a inspiré et que ça a mis une pierre à l'édifice de l'investisseur que vous êtes. C'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!